Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous sur un nouvel épisode consacré au mental. J'ai la chance de pouvoir aujourd'hui accueillir Catherine Testa. Bonjour Catherine. Bonjour Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Alors Catherine a gentiment accepté mon invitation pour venir parler aujourd'hui de son mental. Et je suis vraiment très très content de pouvoir accueillir Catherine qui écrit des livres sur l'optimisme. Le dernier, si je me trompe, c'est Oser l'optimisme. C'est bien ça, Catherine? Oser l'optimisme, c'est le premier, mais c'est celui que tout le monde voit toujours apparaître parce que ça fait partie des grosses ventes, on va dire, dans le domaine, donc c'est le plus cité. Mais j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu un sur Oser être soi-même au travail. Le dernier, c'est Synchronicité. Il y en a pas mal. Alors, j'ai vu que tu avais fondé du coup l'optimisme.com en 2016. C'est bien ça? Effectivement, l'optimisme.com en 2016, l'optimisme.pro en 2017. Ma velléité, c'était de partager des initiatives positives, comme la tienne, par exemple, des personnes qui ont envie d'insuffler peut-être une autre vision de la société que tout cet amas d'actualités anxiogènes dans laquelle on vit. Et puis l'optimisme.pro, c'était, on va dire, le pendant, le frère, la petite sœur de l'optimisme.com, mais on s'adressait à tous les changements dans le milieu professionnel. Bon, en tout cas, c'est super parce que finalement, tu es devenue quasiment une influenceuse sur cette thématique de l'engagement et de l'optimisme, avec beaucoup de gens qui te suivent. Et oui, c'est curieux, hein. Et pour la petite histoire, hein, pour les auditeurs, quand j'ai commencé à me lancer sur cette thématique, je me disais que tout le monde allait me prendre pour une tarée, en fait. Je me disais que tout le monde allait penser que je faisais ma crise de la trentaine. J'ai vraiment un parcours je suis diplômée dans le domaine du développement durable, donc vraiment dans de la science dure, on va dire ça comme ça, et pas franchement optimiste de nature. Et pour moi, l'optimisme, c'est un peu comme le mental, en fait. C'est quelque chose qui se travaille, en fait, qui vient se chercher à l'intérieur et qui, pour moi, est une condition sine qua non à la construction de nos parcours personnels, mais aussi de notre parcours collectif. Et simplement, en posant toutes mes questions que j'avais par rapport au monde, à la société, à moi, les gens m'ont suivi. Aujourd'hui, l'optimisme, c'est 1 million de personnes au total. Donc ça commence effectivement à faire du monde. Et oui, 1 million de personnes, ça commence à faire du monde, comme tu dis. Alors, comme le veut la tradition de cette saison 2, j'aimerais te proposer un petit portrait chinois avec quelques questions, si tu en es d'accord. Vendu, j'espère pas dire vendu trop rapidement. Non, alors le principe est très simple, tu réponds à la question et puis tu la justifies, bien évidemment. Ok. Catherine, si tu étais une couleur, laquelle serais-tu? Le blanc. Parce que dans le blanc, il y a toutes les autres couleurs. Génial. Tu sens celle qui aime la curiosité, donc ouais, le blanc, parce que dans le blanc, il y a toutes les autres couleurs. Si tu devais choisir un livre, lequel choisirais-tu? L'Alchimiste. Parce que donc l'Alchimiste de Paulo Coelho, parce qu'il fut pour moi une porte d'entrée vers un nouvel univers, vers un nouveau questionnement. Et quand j'ai lu Paulo Coelho, je me suis dit, je suis pas la seule à me poser des questions. Maintenant que j'y réfléchis, ça serait peut-être aussi le Prophète de Gibran. Mais voilà, entre les deux, mon cœur balance toujours. Ok, bon, on prend les deux.
Si tu étais une fleur, laquelle serais-tu? Waouh, excellente question. Le jasmin, je pense. Le jasmin parce que c'est une fleur que je trouve assez subtile et qui sent bon. En fait, enfin bon, c'est une odeur que j'aime bien, je pense. Hein. Disons-le, mais qui montre qu'en fait qu'on peut être assez fluet en fait et rayonner à grande distance. Ouais, je pense que ça serait le jasmin. Ça sent bon en plus le jasmin. Ouais, j'adore. Alors si tu étais un objet, lequel serais-tu? Un crayon. Un crayon sans aucun doute. Parce que le crayon a mille vertus, celle de communiquer à l'autre, celle de permettre de s'auto-décharger soi-même. Hein, quand on parle de mental, alors on y reviendra peut-être après. Finalement, pour moi, dans l'écriture, ça me permet de démêler les pensées parfois que j'ai dans ma tête. Quand on tient un crayon, on ne fait pas d'autre chose. En fait, on peut difficilement écrire quelque chose et écouter quelque chose d'autre. Le crayon a pour moi bien des vertus. Puis j'aime bien, c'est du bois. C'est quelque chose de naturel. Ça, c'est quelque chose qui me convient bien. Puis j'aime même bien quand ça frotte sur du papier. Je trouve que le crayon est un incroyable objet. Ouais, un bel objet, oui, effectivement. Effectivement. Tu es la première qui le nomme, le crayon. C'est vrai, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? J'ai souvent le téléphone portable, le mobile. Ah oui. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Alors, on avance sur la prochaine question. Si tu étais une innovation, laquelle choisirais-tu? Je sais pas comment ça s'appelle, le graphophone. Je sais pas comment ça s'appelait quand c'est né. Tu sais, cet amplificateur de musique, tu sais, cette sorte de cylindre en cuivre ou je sais pas quoi c'est, qui te permet, quand tu avais un disque, un tourne-disque, tu sais, d'amplifier le son. Je crois beaucoup en fait à cette amplification à cette transformation parfois d'une pensée en son, hein, c'est ce que permet le crayon, mais aussi à cette transformation d'un disque en musique qui fait des notes. Je crois beaucoup au pouvoir de la musique et au pouvoir de la note. Donc ouais, je pense que ça serait ça comme innovation. Je crois que c'est une des plus belles innovations, celle que te permettre d'entendre. Bah oui, après c'est vrai que tout ce qui est auditif, hein, c'est comme j'expliquais, c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi le podcast, pour actionner qu'un seul mode finalement, l'écoute. C'est important. Et c'est vrai que quand on est en podcast, moi aussi j'affectionne beaucoup la radio et le podcast parce que on s'adresse à l'âme des gens en fait. On vient pas divertir par comment ça s'appelle, par de la bougeotte, par de la gestuelle. On s'adresse au cœur, je crois, Ouais, puis oui, c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'agitation, d'image ou autre chose, ça permet de pleinement se concentrer sur l'écoute. Et c'est important. Et écouter les autres aujourd'hui, c'est pas toujours facile. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde finalement, d'être dans l'écoute de l'autre. Savoir se taire, c'est très difficile aujourd'hui. C'est vrai. Si tu devais choisir une planète, laquelle choisirais-tu? Ouais, je dirais celle la plus éloignée de la Terre pour voir à quoi ça ressemble. Parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu, on ne sait même pas qu'elle existe, on ne sait même pas qu'elle est là. Mais ouais, je pense que je chercherais. Et puis j'ai toujours été fascinée par tout ce qui était trou noir, univers, galaxie. Donc je prendrais celle la plus loin, en fait, en me disant que c'est la totale inconnue. Donc la plus loin possible. Oui. La découverte de l'espace. Exactement. Si tu devais choisir un moment de la journée, lequel tu choisis? C'est une excellente question. Je dirais globalement, je choisis celui où je suis en interaction avec avec moi-même ou avec quelqu'un qui me fait du bien globalement. Mais à un moment de la journée, si c'est dans le temps, je dirais le café du matin. Parce que le café du matin, la journée, tout est possible en fait. Quand on est au café du matin, il peut se passer 1000 choses dans une journée.
On se dit qu'on peut prévoir une journée, mais en fait, il peut y avoir un tremblement de terre, il peut y avoir une astéroïde qui nous tombe sur la tête, il peut y avoir une déclaration d'amour ou au contraire une déclaration complètement autre. Et ouais, je pense que je choisirais ça. Bon, on va choisir plutôt la déclaration d'amour que l'astéroïde qui tombe sur la tête. Mais en fait, c'est surtout le démarrage, parce que le tout est possible, en fait. Et malgré nos prévisions, malgré ce qu'on a mis dans notre agenda, tout reste tout le temps possible. Et j'aime beaucoup enfin, tu t'en rends compte, hein, j'aime bien ce goût de l'infini comme de l'infini des possibilités. Oui, puis finalement, rien n'est figé au final. Exactement. Donc au café, on ne sait pas à quoi va ressembler notre journée. Si tu devais choisir un art, lequel choisirais-tu ? L'écriture. Mais ça va avec le crayon. Le crayon. Parce que ça va avec le crayon, en fait, l'écriture. Je crois beaucoup en la force des mots. Je crois, globalement, hein, disons-le, je crois beaucoup à l'art. Je pense que l'art peut faire passer des messages que la parole n'arrive pas à faire passer. L'art peut transmettre des émotions. L'artiste est probablement la personne la plus libre aujourd'hui et surtout demain, parce qu'il réussira à continuer à parfois de façon subtile passer des messages tantôt engagés, tantôt transmettre des émotions, en fait. Donc je crois en l'art en général. Moi, le mien, celui que j'affectionne, ça va être l'écriture. Après, j'ai beaucoup d'admiration pour la peinture aussi et pour la mélodie. Mais vraiment, c'est très difficile comme question. Ah, mais en tout cas, l'écriture, c'est un art, comme tu dis. Si tu étais une qualité, laquelle serais-tu ? Je dirais l'enthousiasme. J'ai réussi à ne pas perdre mon enthousiasme pour les petites choses et pour les autres. Je crois que, alors peut-être pour les auditeurs, hein, on enregistre ce podcast le 10 janvier 2022. On peut être très brutalement enseveli par de la colère, de la rancœur. Plein de choses qui se passent, hein, sociétalement parlant, parfois, ou dans notre cercle proche, ou peu importe, en fait. Et garder cette capacité d'émerveillement du soleil quand il y a du soleil. Alors, c'est pas le cas aujourd'hui chez moi, mais la rencontre avec... Alors, moi, je suis en Normandie, donc forcément, c'est un peu moins souvent que j'imagine quand on est dans le sud. Hein. Oui, cet enthousiasme des petites choses du quotidien. Je visite une nouvelle ville, je passe mon temps, enfin ça saoule les autres à dire regarde comme c'est beau, ceci, cela. Je rencontre quelqu'un, je le trouve toujours formidable et je fais que dire je suis complètement fan parce que il a une particularité que je trouve merveilleuse. Cette capacité d'enthousiasme, c'est quelque chose qu'on peut facilement perdre. Surtout quand on est stressé par des enjeux, parfois quand on est entrepreneur par des enjeux de notre entreprise, quand on est sportif par la prochaine compétition, enfin peu importe. Notre capacité à s'enthousiasmer de l'instant présent. Effectivement. Du coup, c'est vrai que garder ce côté un peu enthousiaste au quotidien, c'est important, quoi. Puis voir, comme tu disais, voir en l'autre quelque chose de complémentaire qu'on n'aurait pas et qui peut du coup nous faire du bien, c'est aussi chouette, plutôt que de regarder plutôt ses défauts, on va dire. Ouais. Avoir ce regard un petit peu, te dire ouais, c'est super ce qu'il fait, c'est génial, il y a une bonne énergie. Et c'est vrai que, tu vois, pour moi, toute personne est apprenante. Il y a des gens où je suis vraiment en total désaccord sur leur façon d'être, sur ce qu'ils font, ce qu'ils véhiculent. Enfin, tu vois, en termes d'énergie, hein, par exemple. Mais quand tu discutes, ils ont toujours, tu vois, cette petite caractéristique où tu les trouves formidables parce qu'ils savent faire ce que toi, tu sais pas faire, parce que ils savent t'apprendre quelque chose. Et c'est ça, c'est savoir aussi... on choisit ce sur quoi on porte notre regard au quotidien. Et je crois que j'ai cette faculté de trouver de la merveille en chacun. Et ça, je suis contente de ne pas l'avoir perdu parce que quand tu viens du domaine du développement durable, tu peux être très, très désespéré. Quand tu as un média aussi, quand tu reçois la souffrance de beaucoup de personnes, parce que tu t'appelles l'optimisme, alors forcément, on s'adresse à toi en te disant que ça ne va pas, souvent.
et ben tu peux très vite perdre ce goût de la société. Tu peux être effrayé par plein de choses et je crois que jamais moi à chaque fin de journée je suis quasiment capable de dire que je me suis émerveillée de quelque chose. Et ça c'est un choix. Ah oui, c'est vrai, c'est un choix. On fait le choix on va dire, de se focaliser sur les choses positives ou les choses, on va dire, plus moins sympas. C'est vrai, c'est un choix. Exactement. Si tu étais un mot, lequel tu choisis? Je dirais la beauté, mais pas la beauté dans le sens beauté physique, hein, mais la beauté de la vie en fait. Je choisirais ce terme d'ailleurs, la beauté de la vie. Il y a plein de merveilles partout. Il y a de la beauté en un arbre, en une plante verte, en une technologie. Regarde, je trouve ça incroyable de réussir aujourd'hui à enregistrer des podcasts si facilement. Autrefois, c'était pas le cas. Donc ouais, je dirais je pense que c'est ou l'émerveillement peut-être. Ça serait peut-être ce mot, l'émerveillement. C'est vrai. Allez, une petite dernière, et après on passera sur la thématique du podcast, c'est-à-dire le mental. Si tu étais une saison, laquelle tu choisis? Je choisis l'été. Je suis quelqu'un qui aime le soleil, sincèrement. Tu sais, un jour j'ai réfléchi à mes besoins vitaux, en fait, et je vis en Normandie, hein, c'est un paradoxe, mais je me suis rendu compte que moi, le fait qu'il y ait du soleil, ça suffit à faire ma journée. Je suis heureuse qu'il y ait du soleil. Peut-être parce que je viens de la Normandie, en l'occurrence, mais j'aime l'été pour la chaleur, j'aime l'été pour alors que je suis pas du tout du type à aller à la plage, hein, c'est pas du tout mon délire, mais ouais, la beauté d'un ciel bleu, je trouve qu'il y a rien de plus beau. Après chaque saison a sa fonction et je le comprends bien, mais les autres saisons me permettent d'apprécier encore mieux l'été, surtout à 10 janvier. C'est vrai, quand il fait froid et qu'on n'a pas de soleil, c'est vrai qu'on se rend compte vite que c'est quelque chose qui nous manque et dont on a besoin. Ouais. Et moi, enfin, tu peux me mettre dehors au soleil à écrire, par exemple. T'es sûr que j'oublie tout le reste, en fait. J'oublie de manger, j'oublie de répondre à mes emails. Enfin, tu vois, je peux très facilement me laisser happer juste par le soleil. Comme j'ai souvent donné cette métaphore, j'ai l'impression d'être un peu, tu sais, comme un panneau photovoltaïque. Je me recharge au soleil. Ah oui, mais beaucoup, je pense. Je pense que les gens qui habitent dans le sud, souvent, quand ils se retrouvent à aller devoir changer de région, parfois ils sont obligés de faire des cures de lumière pour pouvoir qui sont en manque en fait. Mais je me suis aussi acheté un petit, je sais plus comment ça s'appelle, un truc de luminothérapie. J'avoue que je le fais pas assez souvent, mais je prends de la vitamine D. Oui, c'est important. Il paraît que, je crois que c'est 70% de la population, je sais pas, mais un gros chiffre en hiver, on en a besoin parce qu'on en synthétise tout simplement pas assez. En fait. Donc, ouais, c'est ça. Pour la première fois de ma vie, cet hiver, j'en ai pris et j'ai l'impression d'être en bonne forme, tu vois. Je sais pas s'il y a une relation de cause à effet. Bon, on va passer de la vitamine D à la vitamine du mental, si t'es d'accord. Vendu. On va revenir un petit peu sur ton parcours. Avec le recul maintenant, il t'inspire quoi ton parcours? Beaucoup de surprises. Je crois que jamais je n'aurais imaginé un quart du dixième de ce qu'il a pu se passer en 6 ans maintenant, enfin ouais, 5 ans. J'aurais pas pu me le figurer en fait, ni dans le bien ni dans le mal en fait, tu vois, ni dans les effets positifs ni dans les effets négatifs en fait. On n'est jamais prêt. Moi, donc peut-être pour les auditeurs, j'ai un parcours entrepreneurial du coup. Je me suis lancée sans faire aucune levée de fonds, tu vois. Je voulais vraiment un projet qui appartienne à l'équipe en vrai. J'ai découvert tellement de choses, hein. J'ai découvert ce qu'était de la comptabilité, ce qu'était de la fiscalité, j'ai découvert ce qu'était du marketing, enfin même si j'avais quelques éléments sur tout ça, j'ai énormément appris, donc et je me suis rendu compte à quel point tout était beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraissait, et tout était aussi paradoxalement beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraissait, mais tout était lié en fait. Qui on est nous,
façonne en fait le projet qu'on va mener dans la vie, qui sont les gens qui travaillent sur ce projet va le façonner aussi. Et c'est une incroyable zone d'expérience. Oui, c'est un peu finalement c'est un peu comme mettre au monde un enfant. Finalement, on est dans l'apprentissage constamment. On est dans l'apprentissage et c'est curieux parce qu'on est aussi dans l'apprentissage de soi-même en fait. On se découvre des capacités, on se découvre aussi des faiblesses. Quand on est entrepreneur, on doit faire beaucoup plus de choix probablement que quand on est dans des parcours un peu plus linéaires dans une entreprise. Je pense qu'on est aussi beaucoup plus quand on passe dans le monde de l'entrepreneuriat, on est beaucoup plus on va dire empathique envers celui qui se lance ou celui qui ne se lance pas. D'ailleurs, je fais surtout pas d'injonction à se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a une sorte de spéculation, genre c'est trop génial de devenir entrepreneur. Beaucoup d'entrepreneurs se disent qu'est-ce que c'est cool le salariat aussi. Donc vraiment cette notion de on apprend, en fait on se développe. Ouais, c'est vrai que c'est un moyen aussi, oui, de se découvrir, comme tu dis, parce que du coup, l'entrepreneuriat, c'est de la liberté, parce qu'on peut gérer un petit peu son emploi du temps, mais au final, c'est aussi il y a d'autres contraintes, mais qu'on voit pas forcément toujours. C'est un peu comme l'iceberg, quoi. On voit souvent que la partie immergée. Ouais, et tu vois, la liberté, elle s'arrête à partir du moment où tu as des salariés. Parce que finalement, tu n'as plus la contrainte dans le sens inverse, tu n'as plus un boss qui vient te dire quoi faire, mais du coup, tu deviens le boss de d'autres, et ben finalement, tu perds en fait cette sorte de liberté, parce que moi, je suis pas une entrepreneuse individuelle en fait, tu vois, je suis pas une artiste qui s'est lancée. J'ai vraiment construit une société, et donc en fait, cette liberté, tu l'as au démarrage, cette liberté de l'entrepreneuriat, et puis dès que tu as des salariés, tu as des nouvelles contraintes, en l'occurrence. Par contre, tu as cette liberté de choix d'action et de sujet qui est assez incroyable. Et en fait, pour être très honnête, on n'est jamais libre. Parce que la réalité, c'est que du coup, de toute façon, tu rends toujours des comptes à quelqu'un. Au lieu de les rendre à un boss, tu les rends à l'URSSAF, à ton comptable, à tes clients, quoi qu'il advienne. Tu n'es vraiment jamais libre. Par contre, c'est une autre forme de liberté. De contrainte. Effectivement. Si tu devais retenir une satisfaction dans ton parcours, ça serait laquelle ? De ne pas avoir mis de côté mes valeurs. Je crois que, tu vois, en fondant l'optimisme, je m'étais dit, il faut pas que ce soit dissonant. C'est-à-dire que l'intérieur de l'entreprise corresponde à ce que l'extérieur envoie. Ça veut dire non à des clients qu'on trouve pas alignés, par exemple. Ça veut dire non, se donner la permission de dire non parce que on n'a pas envie de bosser avec quelqu'un. Ça veut dire conserver pour moi la gentillesse. Je pense qu'être gentil n'est pas une tare dans la vie. Ça veut dire moi je crois pas dans l'hypercroissance par exemple, tu vois, je sais très bien, j'ai grandi dans une start-up avant mon entreprise. Je sais très bien les nouvelles contraintes quand on est 40 j'ai aucune envie de grandir en fait, et je crois en cette croissance douce. Tu vois, je me suis pas assise dessus parce que ça correspondait à une de mes valeurs qui est celle que je préfère avoir moins de monde et qu'on s'adore entre collègues que faire grandir à tout prix pour avoir plus de cash, faire plus de choses et commencer à avoir du management d'équipe compliqué, parce que dans toutes les entreprises, quand t'as différents seuils, mais t'atteins, tu reviens, on reste tous des humains. Donc je savais que j'avais aucune capacité de management, que ça me parlait pas. Et donc je voulais rester petit, et je travaille avec des gens au quotidien qui sont extraordinaires et qui sont presque les mêmes avec qui je pars en vacances. Donc et je suis très très fière de ça en fait, de pas m'être assise, d'avoir gardé une forme de douceur en fait, et de ne pas m'être laissée aller à la spéculation de l'entrepreneuriat. Et pardon, je fais un peu long, mais pour l'illustrer, je me rappelle quand j'ai commencé à lancer ma boîte, tu sais, tout le monde me parlait autour de moi. J'avais été entourée d'entrepreneurs qui me parlaient de business plan, de croissance, de machin, et je me disais, oh là là, c'est tellement pas mon truc, et j'avais très peur. J'avais peur de ne pas me rendre compte de ce que c'était que de monter une entreprise, de passer à côté, de pas viser assez grand, parce que tu sais, souvent quand t'es entrepreneur, on dit faut que tu rêves haut, mais en fait,
Moi, je rêvais beau, je rêvais pas haut. C'est très différent et je suis contente parce que tu vois, en ayant fait différemment, on atteint certains objectifs et en préservant à tout prix notre santé mentale. Oui, ce que tu dis qui est très important, c'est que tu restes aligné avec tes valeurs, en fait. Complètement. Et c'est difficile parce que tu sais, sur 5 ans d'entrepreneuriat, quand tu es dans l'entrepreneuriat entre guillemets successful, on te fait plein de propositions, en fait, permanence et savoir dire non parce que ça te correspond pas. Quand t'as la pression parfois un peu extérieure où tu te dis oh là là je dis non à ça alors que c'est cool, moi j'ai dit non à des émissions TV, j'ai dit non à tout un tas de trucs qui font fantasmer beaucoup de personnes, mais moi ça me correspondait pas, c'était pas pour Catherine, c'était pas pour l'Optimisme, c'était pas pour l'équipe. J'ai une équipe plutôt qui n'en a rien à foutre d'être visible ou pas, tu vois, et ça j'ai réussi à préserver, en fait, à créer un vrai équilibre, et c'est une vraie source de fierté, hein. Bon, mais c'est chouette. Je vais te poser une question que je pose souvent et tu vas me dire si elle te fait écho. La question c'est, est-ce que la phrase « rendre possible l'impossible », ça te parle? Bien sûr que ça me parle, mais surtout je ne crois que rien, sauf que je ne crois pas à l'impossible. En fait, la phrase me parle, sauf qu'elle n'a pas de sens parce que l'impossible dans ma vision des choses n'existe pas. Il faut savoir que, peut-être aussi pour revenir un peu en arrière, je suis diplômée en physique-chimie et passionnée par la physique quantique. Dans la physique quantique, on t'explique, factuellement avec des équations mathématiques, que tout est dans le temps, tout est une infinité de possibilités, en fait. Et que celle qui va exister, c'est celle que tu vas rendre possible, en fait. C'est celle vers laquelle à laquelle tu vas donner de l'énergie. Et tu vois, cette philosophie de la physique quantique m'a toujours expliqué, en fait, quand je faisais mes études à 21 ans, par exemple, que tout était possible en parallèle, en fait. Et donc, que la seule existence, c'était celle qu'on allait matérialiser. Et donc, finalement, la notion d'impossible n'existe pas. Donc, la phrase me fait écho, mais comme je ne crois pas à l'impossible, ça me pose, elle est dissonante. Bon, écoute, en tout cas, amener une réponse par le biais de la physique quantique, c'est génial. On m'avait jamais fait cette réponse. Du coup, je ne peux plus poser cette question grâce à toi, puisque finalement, la science vient de prouver que rien n'est impossible. Pardon, c'est plutôt mon interprétation de la science, hein. Il y a de l'interprétation derrière. Donc continue à la poser parce que je pense qu'elle est très intéressante, parce que souvent je pense qu'on va t'y répondre par le biais de on me disait que c'est impossible, etc., etc. Oui, on a souvent comme réponse que on nous a martelé que c'était impossible, mais finalement la détermination des gens à croire en ce possible a fait qu'ils l'ont rendu possible, quoi. Exactement. Le mental, si tu devais poser une définition sur ce mot, quelle serait ta propre définition? C'est ce qui se passe dans notre tête. C'est pas ce qui se passe dans notre tripes, c'est pas ce qui se passe dans notre corps, c'est pas ce qui se passe dans notre cœur, c'est ce qui se passe dans notre tête mentale. À vrai dire, j'imagine qu'il y a une définition officielle, mais pour moi, le mental, en fait, travailler son mental, c'est se donner la capacité finalement de transformer ce qui se passe dans notre tête. Parce que sinon, si c'est pas nous qui le transformons, c'est les autres. C'est la télé, c'est la société qui façonne notre mental, et travailler son mental, pour moi, de fait, c'est s'intéresser à ce qui se passe en nous. Justement, tu parles de travailler son mental. Comment tu travailles le tien? Comment je travaille mon mental? Je crois que j'ai la chance de ne pas avoir à travailler mon mental. Je suis désolée, moi je te donne que des réponses paradoxales. En fait, c'est que à un moment donné, c'est devenu quelque chose de tellement naturel que je ne le travaille pas au quotidien. Enfin, je n'ai pas le besoin de travailler mon mental
en tant que telle parce que j'ai bien compris qui j'étais, en fait. Donc, en ayant bien compris qui j'étais, je sais que je suis cyclique, par exemple. Je sais que parce que, et puis en plus, je suis une nana, donc je suis fortement soumise à un système hormonal. Voilà. Donc, je sais que je suis cyclique. Et donc, je sais qu'il y a des périodes où je vais bien et des périodes où je vais moins bien. Je suis pas sportive, hein. Donc, dans ma forme de métier, dans le fait d'être entrepreneuse, en fait, tu vois, tout à l'heure, on parlait de liberté. Moi, du coup, j'ai de la chance d'avoir la liberté de la cyclicité. C'est-à-dire que je ne suis pas contrainte à un monde linéaire. Donc, parce que je n'ai pas d'échéance sportive, parce que je n'ai pas certains types d'échéances. Et de fait, je vais savoir me foutre la paix quand il va falloir me foutre la paix. Par contre, je vais savoir donner des grands coups de rush quand il faut donner des grands coups de rush parce que je saurai que je suis à l'optimum de mon énergie. Et le mental, c'est probablement ça, c'est savoir s'optimiser en fait au quotidien. Et en fonction de qui on est, on n'a pas besoin de la même optimisation. Effectivement, c'est vrai que certains ont besoin de travailler. Bah là, tu vas sur une logique inverse, le fait de prendre les choses comme elles viennent et de te poser peut-être les bonnes questions au bon moment, ce qui fait que du coup, forcément, tu t'ouvres différemment au monde du mental, peut-être. Complètement. Et le travailler, en fait, on en a forcément besoin à un moment donné ou à un autre. Hein, faut quand même être clair. Moi, c'est parce que j'ai fait un gros parcours et parce que, en fait, j'ai grandi dans mes premières expériences professionnelles, j'ai fait l'ADEME et après, j'ai travaillé dans une start-up. Donc, en fait, mon mental a été soumis à rude épreuve, en fait. Déjà, donc en fait, du jour où je me suis réinventée, en fait, là, j'ai choisi d'accepter la cyclicité, en fait, de l'intégrer en fait presque dans mon business model d'entreprise. Hein. Tout à l'heure, quand on parlait de choisir, et du coup d'accepter mes phases de down et de mieux. Par contre, quand j'étais dans mon ancienne entreprise, quand j'étais plus jeune aussi, quand je pouvais pas faire mes propres choix parce que j'étais pas dans la situation d'aujourd'hui. Et c'est là que le mental il va se travailler. Et moi, il s'est travaillé par un gros travail de questionnement de moi-même, un gros travail d'analyse. J'ai suivi beaucoup de personnes qui au quotidien me motivaient en fait parce que à ce moment-là c'est ce dont j'avais besoin. Donc c'est pour ça je veux surtout pas faire une coupure en disant non, on peut tout à fait accepter comment ça s'appelle, de se dire qu'on est cyclique. C'est pas à toutes les étapes de vie qu'on peut se donner, qu'on a cette autorisation et qu'on peut le faire. Oui, après moi, dans ma vision, j'ai une référence, c'est la nature en fait. Souvent, en fait, on est nous-mêmes liés au cycle de la nature. Là. On se rend compte que quand le printemps sort, notre humeur, notre joie est différente. Il y a plus de soleil. Du coup, j'ai l'impression qu'on est aussi, en tout cas, si on s'intéresse à la nature, on peut se rendre compte que dans la période dans laquelle on est, on a envie de ranger nos feuilles aussi, de se recroqueviller un petit peu, être un peu plus à l'intérieur. Exactement. Donc c'est vrai que la notion de cycle me parle en tout cas. Ouais, et surtout quand on est les hommes aussi, j'imagine, mais quand on est une nana, et surtout quand on fait de la quand on est créa, c'est-à-dire que moi j'écris. Donc, faut que je ponde des lignes, faut être clair. Si personne ne me met de contraintes de temps, je vais m'écouter et quand je m'écoute, je me rends bien compte qu'il y a des moments où je suis en analyse, il y a des moments où j'écris plein de choses, où j'ai plein d'idées, où je vais super vite. Il y a des moments où j'ai juste envie de rien faire. Et en analysant, en décortiquant, je me suis rendu compte que j'avais 4 phases à chaque fois. Et une fois que je l'ai accepté en me disant ok je vais avoir des échéances libres, je vais plutôt chercher à m'optimiser au quotidien en me disant je sais comment je fonctionne, je vais essayer d'accepter ce fonctionnement et de m'optimiser parce que si je fais rien aujourd'hui, je sais que demain je pourrais compenser parce que dans 3 jours je vais rentrer dans une autre phase. Ce qui est pas possible, par exemple, quand on est sportif et qu'il va falloir avoir de la rigueur, en fait, par exemple, j'imagine. Après, je suis pas sûre.
Oui, effectivement, et puis on choisit pas toujours la date de sa compète, donc finalement il faut être performant à un moment qui nous est imposé dans le sport, contrairement à ce que tu nous dis, c'est-à-dire que tu peux rattraper, tu sais que tu es efficace à un moment donné, donc tu sais que si tu es moins efficace le jour J, peut-être qu'à J+3 tu donneras plus, donc c'est un peu différent effectivement. Et c'est pour ça que quand t'es artiste, tu vois, on vient au milieu de l'artistique, c'est vachement difficile de travailler sous la contrainte du temps, parce que tu sais qu'en fait ta créa, elle va arriver un peu du jour au lendemain, parce que t'auras vu une pâquerette, t'auras une super idée, tu vois, parce que la créativité, elle se cherche aussi à l'extérieur, tu vois, elle s'exprime de l'intérieur, mais elle vient chercher de l'extérieur, parce que t'auras quelqu'un qui t'aura donné la bonne idée. Et tu vois, on parle souvent par exemple du syndrome de la page blanche, et puis quand t'écris, ça se voit, ça se matérialise. Et ça, c'est ça que m'a appris notamment le travail d'écriture, c'est de me dire, mais ouais, je suis complètement cyclique, et d'être OK avec ça. Et ça peut rassurer aussi pour tous ceux qui nous écoutent, qui réfléchissent à leur mental par rapport à l'entrepreneuriat. On culpabilise très souvent, tu sais, de ne pas être performant sur un instant T. Ouais, alors oui, ça vient chercher du mental, mais quand on sait qu'on le sera plus sur un instant T plus sain, je trouve que c'est assez rassurant. Ouais, je comprends. En tout cas, c'est même, tu vois, dans la création d'un podcast, il y a quand même un côté assez créatif, dans le sens où quand t'as envie de vraiment de le mener de A à Z et de pas forcément déléguer certaines choses et de tout faire par toi-même. Il y a quand même cette phase aussi de savoir qui t'as envie d'inviter, qui sont les gens qui t'inspirent et qui finalement tu vas créer le podcast. Donc du coup tu vas réaliser l'interview, mais finalement ils te font cheminer dans leur univers, et en cheminant dans leur univers, finalement ça peut être inspirant, ça peut aussi te remettre en question sur certaines choses que tu aurais pu aussi penser, tu peux avoir d'autres convictions, mais ça peut t'amener à la réflexion si t'es assez ouvert. Et ça peut aussi t'inviter à aller finalement trouver des invités qui vont peut-être aller dans le sens inverse, ou qui vont explorer cette dimension de manière différente. C'est ça. Et c'est ça qui te fait aussi avancer. Parfois, moi, j'étais très, très anxieuse à l'idée autrefois d'écrire, par exemple, parce que je me disais toujours, ou même de répondre à des interviews, je me disais, oh là là, je pose dans le temps quelque chose, peut-être que je serais complètement en désaccord avec moi-même dans 5 ans, parce que je ne maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants. Et pareil, c'est aussi cette idée de savoir qu'on est en chemin, qui est très, très important. Ça me fait écho à Jean-Christophe Seznec, un invité, un psychiatre de renom que j'ai interviewé il y a pas si longtemps, et qui me disait que il pensait jamais qu'il écrirait autant de livres, parce que quand il a passé le bac, en fait, il avait eu une très mauvaise note, et que finalement, il s'est lancé, il a écrit, et puis aujourd'hui, voilà, il en est à plus de 10 ouvrages. Et du coup, ça me fait penser un peu à ça, et que du coup, son côté créatif, il a livré dans l'écriture, mais personne n'aurait pensé au départ qu'il serait capable de le faire, en fait. C'est ça, et je pense que on est tous surpris de nos propres parcours, enfin qui qu'on soit d'ailleurs. On peut pas se figurer ce qui va arriver. Tout à l'heure je parlais de la métaphore de la tasse de café le matin, mais c'est la même métaphore de la vie. Effectivement. Alors je vais te poser une question qui va certainement t'enthousiasmer, puisque la question c'est: est-ce que l'enthousiasme est primordial pour le mental? Je crois que l'enthousiasme, c'est ce qui nous met en vie, en fait. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui anime notre âme. S'il y a plus d'enthousiasme, si on vit dans une ère de scénario catastrophe, en faisant du développement durable, c'est un peu dans quoi on est véhiculé au quotidien. C'est un peu pour ça en plus que j'ai fait l'optimisme. En fait, il y a plus de goût de la vie, en l'occurrence, alors qu'on a la chance d'être en vie. Et c'est pour ça que pour moi, l'enthousiasme, c'est un des fondements d'énergie qu'il nous faut absolument conserver. Et c'est pour ça que je suis toujours très très inquiète quand je vois qu'on
qu'on vit a l'air des scénarios catastrophes, que dès qu'on parle de quelque chose avec enthousiasme, on nous dit qu'on n'est pas réaliste. Enfin, donc ouais, j'en suis convaincue. Alors, c'est vrai que si t'as le cœur à regarder les chaînes d'infos et à les regarder à 13h ou à 20h, c'est sûr que le quotidien n'est pas très réjouissant quand on regarde la télé. Vaut mieux s'en abstenir, je crois, parfois. C'est pareil, c'est un choix. C'est comment ça s'appelle à un moment donné, je me disais que détourner le regard de la télévision, ça pouvait être nier la réalité. Mais en fait, la réalité, c'est que quoi qu'il advienne, il y a toujours quelqu'un pour vous relayer ce qui est important, en fait. Tu sais, les événements, enfin, je regarde pas la télé et le jour de la mort de Johnny, je l'ai su, hein. Parce que t'as toujours quelqu'un qui va te relayer ce qui est important. Et tu vas faire du bien à ta santé mentale de ne pas consommer en permanence. J'en voulais, moi, beaucoup, à un moment donné, aux chaînes d'infos en continu, en leur disant, mais c'est terrible, vous captez, vous nous mettez dans une situation de peur, d'anxiogène, parce que typiquement, c'est ça qui nous fait regarder, hein, faut être sincère, on capte, on joue sur nos émotions, hein, pour capter notre attention. Et en fait, et à juste titre, quelqu'un des chaînes télé m'a dit, mais attends, nous on a été créés pour que les gens, à n'importe quelle heure à laquelle ils viennent, ils nous consomment pendant 5 minutes, ils aient de l'information en fait. Et finalement, ça s'est dévoyé on va vous garder dans une sorte d'état d'hypnose pendant 4-5 heures, parce que on va jouer sur vos émotions, sur le fait aussi qu'on est des mammifères, qu'on a un sentiment de survie. En fait, et qu'on est censé connaître les dangers potentiels, et puis notre côté un peu voyeur, enfin tout ce que tu veux. Mais c'est pas fait pour ça, en fait. Donc c'est pour ça, à un moment donné, faire le choix. Moi, j'ai fait le choix maintenant, tu vois, chaque soir, je regarde ce qui s'est passé dans la journée, je prends 2 minutes, mais je suis très distanciée de tout ça, en me disant, ok, est-ce que est-ce que ça ne reste que quelque chose que je vois à travers un écran. Et oui. Mais comme tu dis, ça reste un choix. Chacun fait ses choix. Alors, on va aborder la thématique de la confiance en soi. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est déjà est-ce que tu as confiance en toi? Et 2, comment tu as construit ta confiance si la réponse est positive? Alors, je dirais que j'ai pas confiance en moi dans tous les domaines. J'ai plutôt confiance en moi parce que le temps m'a donné confiance en moi. Je crois que c'est aussi ça, hein, la réalité. Je viens pas d'une famille, tu vois, où mes parents m'ont dit sans arrêt que j'étais la meilleure, que j'étais extraordinaire, que j'allais pouvoir, tu vois, tout réussir dans la vie. Je viens pas d'une famille comme ça du tout. Du coup, ma confiance, elle s'est bâtie en explorant, en me rendant compte que finalement, mon cerveau plaisait à d'autres cerveaux, par exemple, que j'étais capable d'entreprendre, que j'étais capable de bricoler, que j'étais capable de jardiner, en fait. Et je pense que c'est comme tous les sujets. Par exemple, le jardinage, moi, pendant longtemps, j'ai dit que j'avais pas la main verte. J'étais persuadée que tu mettais une plante, t'étais sûre que je la faisais crever. Jusqu'au jour où j'ai lu, et ça, je crois que c'est intéressant, cette anecdote, où j'ai lu quelqu'un qui disait une sorte de phrase qui disait qu'en fait, les plantes, elles émettent des signaux de stress aux autres plantes quand elles sont stressées. Et là, je me suis dit, merde, une plante, c'est un organisme vivant. C'était il y a une dizaine d'années, ça. Et là, je me suis rendu compte que la plante, elle avait pas demandé à venir chez moi. Qu'en fait, elle pouvait pas me dire, je veux me barrer, tu prends pas soin de moi, et j'ai pas des petites pattes qui me permettent d'aller sur le balcon d'à côté. Et là, j'ai repris ma propre responsabilité, en fait, face au jardinage, parce que les plantes, de temps en temps, on t'en offre, hein, de toute façon. Et là, j'ai regardé sur Internet comment bien arroser la fleur que j'avais. Et en fait, c'est comme tous les sujets, on ne naît pas, jardinier dans l'âme. On apprend à créer de l'empathie avec sa plante verte, et on apprend à aller regarder un tuto sur YouTube qui dit non mais attends, faut pas l'arroser tous les 3 jours, ça s'arrose une fois par semaine, et personne ne fait on peut toujours faire mourir des plantes sans le faire exprès, évidemment, parce que on n'a pas appris le bon dosage, etc., mais c'est comme tout, c'est un apprentissage en fait. Plus on fera attention à la plante, plus on arrivera finalement à, entre guillemets, avoir la main verte. Et c'est comme tous les autres sujets, c'est une question d'apprentissage. Et ça, je trouve que c'est la même chose avec
Je sais pas si on est stressé par rapport au couple amoureux. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, mon meilleur pote qui me dit tu sais moi comment j'ai gagné confiance en moi avec les filles. À un moment donné, j'avais 16 ans, j'ai été déclarer ma flamme à toutes les nanas de ma classe. Je me suis pris 15 râteaux, j'ai appris ce que c'était que de se prendre un râteau. Voilà. Et du coup, j'ai accepté l'échec. Et puis, il y en avait qui avaient été positives, tu vois. Et j'avais trouvé ça incroyable pour un gamin de 16 ans d'utiliser cette technique. Mais finalement, ça faisait qu'après, il avait plus jamais eu de peur du rejet, alors que voilà, il pouvait avoir des blessures personnelles. Donc, tout est pour moi question d'apprentissage en réalité. Effectivement, c'est intéressant cette petite anecdote. Parce que finalement, il s'est autorisé à se prendre des vents. C'est ça. Et au moins, il avait des réponses finalement. Exactement. Et puis il s'était dit, de toute façon, il avait misé sur plein de pions en même temps. Tu vois, c'est un truc d'ado, mais je trouve ça hyper intéressant. Et tu vois, moi, dans l'entreprise, nous, on expérimente. C'est-à-dire que plutôt que théoriser, on va essayer. Tu vois, on va essayer. On fait en permanence ce qu'on appelle du test and learn. Et puis, si tu regardes dans mon projet, si tu me demandes, je ne vois aucun échec cuisant dans le projet de l'optimisme. Par contre, y a des trucs auxquels on a dit stop parce qu'on s'est dit que ça nous prenait trop de temps, que finalement c'était pas le bon timing. Mais pour moi, ça a toujours été de l'exploration en fait. Pour la confiance en soi, je donne peut-être toujours cette petite astuce. Au lieu de se dire que au lieu de me dire que je vais forcément réussir, surtout quand c'est quelque chose de très prospectiviste, hein, ça s'applique vraiment plutôt au monde du travail qu'au monde du sport, par exemple. Je me suis toujours dit que je vais voir si j'étais capable d'eux. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire que je vais monter un média positif, je me suis dit, je vais regarder si je suis capable de monter un média positif. Et tu vois, changer. Donc, je vais monter un média positif versus je vais regarder si je suis capable d'eux. Ça me donnait la possibilité de me dire, non, c'est pas la bonne temporalité. Et les gens s'en tapent. Mais en fait, j'ai pas envie de faire ça. Je m'ennuie. Je préfère le garder en zone de distraction. Et je crois que c'est la même chose si quelqu'un, par exemple, un artiste nous écoute, qui se disent, voilà, j'ai peut-être envie de vivre de mon art, au lieu de se mettre la rate au courbouillon, d'avoir peur de l'échec en se disant, oh là là, qu'est-ce qui va se passer si j'y arrive pas, voyez ça comme une zone d'exploration. Vous regardez si vous êtes capable d'être artiste. Peut-être que vous allez vous dire, non mais attends, si on me met la pression pour dessiner ou pour écrire, quelle horreur, je préfère faire ça dans mon temps libre. Ou alors vous allez vous dire que vous détestez vendre. Bon, dans ce cas-là, forcément, vous n'allez pas pouvoir forcément vivre de votre art, même si les choses s'apprennent. Parfois, ça peut s'opposer avec votre personnalité. Donc, tu vois, cette notion d'exploration, je l'ai toujours trouvée hyper intéressante pour la confiance en soi, parce que finalement, quand on explore, il n'y a pas d'échec, en fait. Tu vois, demain, moi, je peux fermer ma boîte, ça sera pas un échec. Tu vois, j'aurais exploré pendant 5 ans quelque chose et je trouverais ça incroyable et merveilleux. Et à aucun moment, je me dirais même que c'est un échec. Ouais. Ce que tu me dis, ça me fait écho déjà au fait que finalement l'échec n'existe pas, il n'y a que l'expérimentation. Et on va dire les analyses suite à l'expérimentation pour pouvoir continuer ou pas ce qu'on a essayé d'entreprendre et voir si c'est viable ou pas. Donc du coup, c'est pas un échec, au contraire, on a expérimenté quelque chose et on voit si ça fonctionne ou pas. Et ça me fait aussi écho au parcours de Ben Mazué, le chanteur, qui était médecin. Oui. Et qui avait cette fibre artistique, qui finalement s'est embarqué dans cette fibre artistique qui lui réussit plutôt bien aujourd'hui. Et oui, voilà, tu vois. Et oui, donc comme quoi, et après pour rebondir sur la confiance, c'est vrai que souvent l'expérimentation est importante parce que l'expérimentation permet d'acquérir des nouvelles compétences et ces nouvelles compétences viennent nourrir la confiance. Donc finalement, on en revient, il faut expérimenter. Voilà. Et puis c'est parce que tu sais quand moi j'ai commencé sur l'optimisme, j'ai peut-être donné cet exemple aussi, dans mon entourage, allez, je pense que j'avais 3 copains qui ont compris et 97 qui n'ont pas compris en fait, hein, clairement. Je dis pas que j'ai 100 amis, hein, mais pour te faire une sorte de pourcentage. Et en fait, tu vois, ces 3 personnes qui ont compris pourquoi je voulais faire ça, elles ont été fondamentales en termes de soutien, en fait, parce que je me suis dit, tiens, en fait, tu sais, ça m'a donné confiance et donc je me suis beaucoup appuyée et j'ai beaucoup capitalisé sur elles. Je leur ai donné beaucoup plus de poids, en fait, versus les 97% autres qui me disaient, non mais
de toute façon, c'est pas possible, parler d'optimisme en France, ma pauvre Catherine, et puis en plus, tu détestes faire du business, puis et en plus tu n'es pas journaliste, et en plus tu connais personne. Enfin, tu vois, il y avait tout ça. Et en fait, j'ai modulé en fait leurs propres doutes, qui étaient plutôt leurs doutes à eux que les miens, parce que moi j'avais une chance qui était que j'étais complètement ignorante sur tous les sujets. Donc tu vois, j'ai pondéré leurs remarques et j'ai attribué plus de poids à ceux qui me soutenaient, qui ont été mais vraiment fondamentaux. Et je pense que la confiance, ça se travaille aussi comme ça. C'est dans l'attribut extérieur, du moins, c'est de voir beaucoup plus ceux qui te disent go, 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 vas-y, tu peux y arriver, que ceux qui vont te dire non mais attends, regarde, en face de toi, t'as quelqu'un d'incroyable, comment tu veux y arriver, comment tu veux y arriver, prépare-toi à peut-être être déçu, etc., etc. Je crois que c'est important aussi, l'entourage. Oui, l'entourage est important. Après, je pense que dans une certaine philosophie, du coup, il y a des gens qui vont être, qui vont me booster, qui vont t'encourager. Et il y a des gens qui vont te mettre en garde, soit parce que eux-mêmes sont un peu frileux et ont du mal à se lancer, et qui finalement parfois peuvent faire des réflexions qui, au final, peuvent être constructives dans le sens où elles peuvent aussi t'amener à te poser une bonne question pour aussi surmonter, en tout cas, eux, la problématique que eux se posent par rapport à notre projet et qui finalement va peut-être te servir à toi à surmonter l'obstacle. Tout est constructif. Faut être clair. Les sans-avis sont constructifs de toute façon, mais souvent, on va donner plus de poids à celui qui vient réveiller en nous un doute. En fait, le doute est toujours beaucoup plus puissant que les autres, que les autres, comment dire, que les autres sentiments. Et j'ai envie de te dire, du jour où tu te lances, qui que tu sois, enfin que tu sois sportif, entrepreneur, dirigeant, artiste, peu importe, t'as le doute qui vient avec toi. Je veux dire, le doute, il est là, parce que tu sais pas si ça va réussir, tu sais pas si tu vas remporter la compétition, enfin, quand tu sors d'un parcours très très linéaire, t'as du doute. Et même quand t'es dans un parcours linéaire, est-ce que tu vas oser demander ta promotion, est-ce que ceci, est-ce que cela? Et l'enjeu, c'est effectivement d'écouter tout le monde, mais tu vois, pour revenir à ce démarrage, quand je me suis lancée, il y a des gens qui me disaient, ouais, non, attends, si tu retrouves pas de boulot. Puis je m'étais même dit, en me disant, oh là là, c'est vrai, est-ce que c'est risqué de quitter un CDI, machin, si je retrouve pas de boulot? Et en fait, je me suis rendu compte que mes compétences, j'allais pas les perdre. En fait, j'avais des compétences en développement durable. Voilà, je pense que c'était un sujet qui était, assez, on va dire, on en aura toujours besoin, mais c'est la même chose, qu'on soit comptable, assistante, RH, peu importe notre métier actuel, on aura toujours besoin de ces compétences. Et je me suis dit, en fait, au pire, je me donne 2 ans et dans 2 ans, je refais marche arrière, mais j'aurais appris quelque chose. Et de toute façon, je pourrais retrouver dans mon ancien univers un boulot. Et tu vois, c'est parce que les autres... Mais en fait, ça demande du travail d'éviter de projeter, en fait, les angoisses des autres et d'absorber les angoisses des autres sur nous. Après, clairement, heureusement que tu as des gens qui viennent questionner ton projet, parce que toi, ça te permet, d'aller, d'anticiper des choses que toi, tu n'avais pas vues. Donc, l'intelligence collective est toujours fondamentale. Effectivement. Ça permet de venir construire son projet, quoi. Tout simplement. Alors, dans ta vie d'entrepreneuse et dans ton parcours avant l'entreprise, est-ce que tu as déjà été confronté, à du stress ou à de la pression? Oui. Mais tu sais, en fait, moi, j'ai toujours bossé dans des entreprises en croissance. Donc, quand tu es dans une entreprise en croissance, tu as tout qui se réinvente en permanence. Donc, finalement, tu es toujours en zone d'instabilité. Et donc, c'est fatigant. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai jamais été dans ce qu'on appelle du business as usual. J'ai toujours été dans du développement. Donc, dans du développement, tu as toujours des enjeux qui sont des enjeux financiers, en fait, pour l'entreprise. Mais aussi, tu as toujours l'enjeu de proposer un produit qui correspond aux attentes de l'autre. Donc, c'est des environnements stressants en permanence. Mais j'avais cette capacité, j'en parlais tout à l'heure, cette capacité probablement d'aimer le sujet sur lequel je travaillais. Donc, ça me faisait tolérer cette pression. Après, la pression,
c'était moi qui me la mettais. En réalité, j'étais la plus difficile avec moi-même en permanence. C'était pas mon ancien patron, c'était pas mes équipes, c'était pas mes collègues, c'était vraiment moi-même en fait. J'avais envie que ça marche en fait. Et donc du coup ma question qui suit, donc du coup puisque tu réponds par la positive, comment tu faisais pour la gérer? Vivre l'instant présent. C'est-à-dire que, tu vois, je fais partie de ces personnes qui ont une chance, c'est-à-dire que j'ai compris très vite que ça ne servait à rien en m'endormant de repenser à ma journée. C'est-à-dire que ça ne servait à rien le soir en dormant de repenser à ce que j'aurais dû dire à ce collègue, à ce client, ou à ce que j'aurais dû faire. Donc, j'ai toujours eu cette capacité de scinder ce qui était du monde de l'entreprise et ce qui était de ma vie à moi. Ça te demande, tout à l'heure on disait comment on travaille le mental, ça te demande un exercice, parce que parfois, quand tu vis une rupture amoureuse, tu n'as envie que de penser à ça. Quand tu vis un échec professionnel, tu n'as que envie de penser à ça. Par contre, je me rappelle d'un mot qu'un jour m'avait dit un copain de lycée. Il m'avait dit, j'étais très 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 stressée à l'époque. J'étais une grande anxieuse des contrôles. L'évaluation, ça me met en zone de panique totale. Vraiment, c'est pour ça que j'aurais beaucoup beaucoup de mal à être une sportive, tu sais, qui est évaluée sur un temps court. Je trouve ça, il faut un mental de dingue pour réussir à faire ça. Moi, c'est pas du tout dans ma composante. En plus, j'ai pas du tout le goût de la performance, donc c'est pas du tout dans ma personnalité. Et donc, j'étais très très angoissée par mes contrôles. Et je me rappelle d'un copain qui m'a dit, tu vois, Catherine, quoi qu'il advienne, ce soir, tu redors dans ton lit. Tu redors au même endroit. Et tu vois, tout ça, c'est une phrase qui m'a dit, je sais pas, je devais être en seconde. C'est quelque chose qui m'est toujours resté, c'est-à-dire que tous les jours d'énormes stress, comme on peut en vivre dans son travail, dans sa vie perso, je me suis toujours dit, t'en fais pas, ce soir, tu redors au même endroit. Tu vois, c'est juste un laps de temps à passer jusqu'à la fin de la journée. Et quoi qu'il se soit passé, ce soir, tu te recouches dans le même lit. Et déjà, faut avoir la chance d'avoir un toit stable. Mais tu vois, cette phrase, c'est quelque chose qui m'a toujours aidée. De savoir que le soir, je me recouchais au même endroit. Comme quoi, un conseil d'un gamin de seconde. Oui, finalement, ça renvoie à la notion de safe place. C'est-à-dire, quelque part, on sort de chez soi, notre chez soi, c'est notre zone de confort et on va dehors. Si c'est un genre de contrôle, finalement, on est un peu dans l'inconfort de savoir comment ça va se passer. Mais au final, on sait qu'on rentre chez soi, donc dans son safe place, on se sent bien et du coup, je pense que ça a dû avoir un peu cet effet-là sur toi. C'est possible, mais tu vois, sans jamais avoir théorisé. Oui, tout à fait. C'est ça qui est drôle. Et peut-être que tu l'as visualisé. Je sais pas, mais je te garantis que ça m'a accompagnée sur tous mes prochains contrôles, sur les examens, sur toutes les journées où j'avais des choses délicates à dire, parfois à mes équipes, parfois à mes patrons, parfois quand, on a tous, je veux dire, on peut être optimiste, avoir un mental de dingue, il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais cette phrase m'a toujours accompagnée. Ce soir, je redors dans mon lit. Et oui, elle t'accompagne encore visiblement puisque tu l'as gardée en tête. Mais complètement. Ça m'a. Mais tu sais, quand tu fais face à des épreuves de vie, elle peut être salvatrice en fait. Donc c'est pour ça, je la donne dans ton podcast à tous ceux qui l'écouteront. Alors du coup, Catherine, on arrive sur la fin de cet épisode et j'aurais une dernière petite question à te poser. Qui a trait à la détermination. Et cette question, c'est: est-ce que tu penses que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Waouh, c'est complexe comme question. Alors déjà, c'est quoi la force? Moi, je crois déjà en la douceur. Du coup, je dirais on peut avoir une force mentale ou une douceur mentale. Et est-ce qu'il ne faut rien lâcher? C'est une bonne question parce que je crois que dans la vie, il faut toujours lâcher des trucs à un moment donné. Faut faire les bons choix, par exemple. Par contre, il faut pas lâcher ce qui nous fait vibrer, en fait. Mais à mon avis, ça vient chercher une question, c'est quoi notre société? Aujourd'hui, on est dans une société où on veut tout de suite.
C'est-à-dire que quand t'envoies un message à quelqu'un, dès que tu vois les 2 petits sigles bleus apparaître comme quoi il a lu le message, on veut tout de suite qu'il nous réponde et on hurle parce qu'il nous a pas répondu tout de suite. Quand on entreprend, on veut presque avoir nos premiers clients, voire même d'avoir lancé le business. Quand on va à une compétition, on veut absolument la gagner parce qu'on est presque aujourd'hui devenus des enfants capricieux, en fait. On veut tout de suite. Pour moi, la force mentale, comme tu dis, ou la douceur mentale, c'est comprendre que dans le temps, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne gagnes pas cette compétition, mais que ça te permet de t'entraîner et que dans 10 ans, cette compétition, tu la gagneras. Peut-être que ton projet à horizon 2 ans, ça fera pas grand-chose, mais que dans 15 ans, il sera incroyable, en fait. Et je crois qu'il faut aussi, dans la force mentale ou dans la douceur mentale, se repositionner par rapport au temps. En se disant, si quelque chose n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être qu'il arrivera dans 15 ans, dans 20 ans. Et moi, par exemple, avec l'optimisme, ce qui se passe à horizon 1, 2, 3 ans, mais je m'en tape, en fait. Je vois un projet à horizon 15, 20 ans, en fait. Donc, c'est toujours notre rapport qu'on a au temps, notre rapport qu'on a probablement à l'échec. Et quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, en fait, il faut accepter juste que on doit parfois réitérer et que les choses n'arrivent jamais forcément tout le temps et assez rarement d'ailleurs dans le temps. Outre chance absolument incroyable, hein, il y a toujours eu des échecs avant d'avoir des réussites. Donc je dirais que c'est ça pour moi la force mentale, comprendre le temps long. Oui, tu parles d'échecs et de réussite, mais je crois que quand on regarde le parcours de nombreux gens qui ont réussi, ils ont aussi beaucoup échoué avant de réussir. Et comme on disait tout à l'heure, ils n'ont pas forcément échoué, ils ont expérimenté pour mieux réussir à atteindre l'objectif qui s'était fixé. Complètement. Alors Catherine, écoute, je te remercie. On a passé quasiment 1 heure, voire un petit peu plus d'1 heure ensemble à répondre aux questions parlons de ton mental finalement, parce qu'aujourd'hui le podcast parlant de votre mental, mais aujourd'hui c'était consacré vraiment au tien. Ça a été vraiment d'une richesse incroyable. Je te remercie énormément. Je sais que tu as une petite actualité, je sais que tu viens de sortir un nouveau livre, donc peut-être que tu pourrais nous en dire un petit mot, éventuellement. Oui, alors déjà, je te remercier peut-être au démarrage pour l'invitation. C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde assez rarement, le mental, mais c'était très intéressant, même pour moi, d'y réfléchir. En fait, je crois beaucoup dans l'apprentissage dans les 2 sens, en plus de répondre aux questions, évidemment. Oui, j'ai sorti un nouveau livre qui s'appelle Synchronicité. Donc c'est des textes dans lesquels je pose des questions sur la société. Je parle notamment du temps. En fait, c'est pour ça que j'imagine que toi ou les auditeurs vous l'aurez remarqué, j'ai beaucoup parlé de temps partout, quand on évoquait le sujet de la journée ou quand on évoquait la cyclicité, quand on évoquait ce que c'est que le mental. Pour moi, l'approche au temps est quelque chose qui me questionne énormément. Donc je parle du temps, du lien à l'autre, de la vision que les autres ont de notre réussite ou pas, donc du poids de l'illusion. Et du lien qu'on a à soi, à l'autre, à la nature. Donc c'est vraiment plein de petits textes qui se picorent pour pas faire un essai hyper violent à lire. Bon, super. En tout cas, je l'ai pas encore lu, mais j'irai le dévorer prochainement. Et je te ferai un retour. Je te dirai ce que j'en ai pensé. Super. Avec ton regard de spécialiste du mental. Ouais, je serais curieuse que tu me dises comment les textes peuvent résonner, en fait, justement. Je pense qu'en fait, le mental, il est partout, en fait. Dans tous nos questionnements, il est là. Effectivement. Et comme, écoute, comme c'est la fin, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire à l'ensemble des auditeurs, quelque chose qui te ferait plaisir de dire, écoute, je te laisse ce mot-là pour venir conclure le podcast et l'épisode. Je dirais que c'est oser. Oser dire non, oser dire oui, oser vous poser des questions, oser mettre fin à des relations, oser vous écouter, oser vous transformer, oser ne plus être d'accord avec vous-même. Je crois que c'est vraiment ça, un des grands mots, peut-être, même de la décennie à venir. Bon, merci beaucoup, Catherine. Et puis, voilà, c'est pas très compliqué pour te trouver s'il y a des gens qui veulent aller voir ce que fait Catherine, donc via son site, l'optimisme.com.
et également sur les divers réseaux sociaux. Donc, il suffit de taper son nom et son prénom, vous n'aurez pas de difficulté à la trouver. Merci beaucoup encore, Catherine, et puis je te dis à très vite. Merci Sébastien, à bientôt. C'était Catherine Testa, auteure du livre Osez l'optimisme, cofondatrice de l'optimisme.com, conférencière, pour cet épisode hors série de Parlons de votre mental. J'espère que cet épisode vous aura grandement inspiré et qu'il vous permettra de rester optimiste pour toute cette année 2022. Merci pour votre écoute. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser un avis et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou No Minute, mes plateformes préférées de diffusion, et contribuer ainsi activement au développement et à la visibilité du podcast. Merci pour votre soutien et on se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité, Tony Bush. Je vous en dis pas plus, mais juste ce que je peux vous dire, c'est que c'est un ancien commando marine et qui vient de créer sa boîte Émotion. À très vite.